Voilà, donc on a le plaisir d'avoir aujourd'hui donc Natalia Douquet qui a réalisé ce documentaire que vous avez vu tout à l'heure, l'atelier du calligraphe, documentaire donc qui se passe donc au Caire. Donc évidemment Natalia va revenir dans un instant sur les circonstances de réalisation de ce film. Film qui a été tourné il y a déjà quelques petites années, mais voilà, puisque tourné entre 2011 et 2013, dans des années tout à fait particulières pour l'Égypte contemporaine, sur lesquelles peut-être il faudra que tu reviennes, Natalia. Natalia a fait une scolarité, une école de cinéma en Belgique. Natalia est colombienne, a fait une école de cinéma en Belgique, une école très prestigieuse qui s'appelle l'INSAS. Ce film, qui est donc le fruit de rencontres et aussi sur lesquelles Natalia reviendra, a été tourné donc au Caire, en Égypte. Alors d'abord, première question, première demande, finalement, le projet de ce film, qui est un peu le fruit d'un mélange de hasard et d'intentionnalité, on pourrait dire, et l'arrivée dans ce lieu sur lequel je pense on reviendra, tout à fait étonnant, qui est cet atelier. Comment est-ce que ça s'est passé, cette rencontre avec le professeur Hammam? Rebonjour. Alors, en fait, je suis allée au Caire pour des raisons personnelles. Et tout d'abord, j'allais passer 6 mois là-bas. Donc, j'étais partie plutôt pour faire un projet photographique sur les métiers de rue. Et en fait, le professeur Haman, il est vraiment mon voisin. Et c'est une des premières personnes que j'ai visitées pour essayer, enfin, pour faire ce travail de photo que j'ai jamais fait. Mais en fait, en l'écoutant parler, en le voyant, je me suis dit que des photos, enfin, ça n'allait pas avoir le même rendu qu'un film. De toute façon, j'avais étudié pour faire des films. Et donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je suis restée au Caire aussi, pour faire le film. Et alors, ce monsieur habitait dans ta rue. Alors, en fait, il travaille dans ma rue. Il travaille dans ta rue, oui, Oui, c'est ça. là où on est, c'est un quartier du centre-ville du Caire. Il s'appelle Abdine. C'est un quartier qui est vraiment très proche de la place Tahrir et qui est composé des petites rues. Donc vraiment très proche, on se connaît presque tous les voisins. Et il est né là, d'ailleurs, il le dit dans le film, il est né dans ce quartier et il a passé toute sa vie dans des zones comme ça, pareil, au centre-ville du Caire, où la disposition, disons, architecturale des quartiers lui-même permet comme une espèce de sociabilité particulière. Et en fait, il ne vit pas là parce que il gagne un peu plus d'argent et il jouit, on va dire, de la congélation de loyer en Égypte. Et donc, il habite dans un quartier plus chic. Enfin, mais il n'est jamais là-bas. Il passe tout son temps dans son atelier. Enfin, il passait parce que, vu que les choses bougent tellement vite maintenant en Égypte, il a été expulsé un peu de son atelier maintenant. Alors, donc, cet atelier dans lequel tu as posé ta caméra, pas tout de suite, il t'a fallu un petit peu de temps, puisque d'abord le projet de film a émergé un petit peu lentement, et puis il a fallu apprivoiser cette personnalité un petit peu qu'on sent quand même pas extrêmement facile du professeur Hammam avant de lui faire accepter que la caméra pénètre dans son atelier, c'est ça? Donc combien de temps ça a pris En fait, il faut quand même dire que c'est une personne assez généreuse. Donc, il m'a tout de suite accepté dans l'atelier. Et j'ai passé 6 mois, plus ou moins, à le côtoyer sans la caméra. Et donc, on discutait sur ce que allait être le film. Et je lui disais, voilà, je veux filmer vraiment le quotidien de ce lieu. Donc, toi, tu es la figure centrale, mais je veux filmer le lieu.
et tout ce qui se passe, donc les interactions avec les autres. D'accord, et j'ai sorti la caméra au moment des élections présidentielles. J'ai filmé. Le début du film. Hein, en fait. C'est le début du film, oui. Et en fait, j'étais là pendant les élections présidentielles ont lieu en plusieurs temps, en 2 temps. Et j'étais là le premier jour. J'avais filmé avant un peu, mais j'étais là le soir même des élections. Et j'ai filmé sa réaction quand une personne est venue parler du futur de l'Égypte, donc de politique, avec qui il n'était pas d'accord, et il avait un visage assez... Enfin, sa réaction était... Enfin, j'ai filmé juste sa réaction pendant que l'autre, il parlait. Et le lendemain, il était très fâché avec moi, parce que j'avais filmé ça. Et donc, en fait, je lui ai expliqué, voilà, notre contrat, c'était de filmer tout ce qui s'est passé dans l'atelier, y compris la politique. Donc ça fait partie de la vie de maintenant. Et c'est vrai que c'était très bavard à ce moment-là. Et chaque chose revenait un peu à la politique, même si ça n'allait pas très loin, mais chaque chose revenait à la politique. Donc je ne pouvais pas arrêter la caméra parce qu'on parle de, je sais pas, des forces armées ou enfin. Et donc je lui dis voilà, je peux pas faire ça, je peux pas arrêter la caméra quand on parle de ça. Si tu veux pas, on arrête là le film et voilà, et on passe à une autre chose. Et il a réfléchi et il m'a laissé en fait à partir de ce moment-là aussi, il était encore plus réticent. Il a écrit vraiment son papier de ne pas parler de politique, mais c'était quelque chose aussi qu'on collait dans d'autres endroits au Caire et en Égypte. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé vraiment. Mais j'avais passé quand même 6 mois avant avec lui. Et une autre chose, c'est que j'ai commencé aussi à faire des cours de calligraphie avec lui. Et ça a débloqué, voilà, ça a débloqué, disons, une confiance entre nous deux. Alors oui, donc on voit bien que le film s'appelle L'atelier du calligraphe. Ça ne s'appelle pas Le calligraphe, en fait. Hein. Donc, au fond, tu as un personnage principal et puis tu as un lieu très étriqué, très petit apparemment, hein, donc dans lequel il fallait, j'imagine, un peu calculer quand même comment mettre sa caméra. Et ce lieu de passage, de circulation, de dialogue, d'échange, où on dit il ne faut pas parler de politique, mais tout le monde parle de politique, où on dit il y a toutes sortes de gens qui viennent dans cet endroit, qui est un endroit où se pratique cet art bien particulier, qui semble être un art qui, au fond, fait relativement consensus, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont des vieux nassériens, d'autres qui sont des partisans de l'Ancien Régime, comme on dit, des salafistes. Tout le monde, finalement, peut se retrouver dans cet atelier autour de cet art bien particulier de se mettre très respecté, parce que, alors, par ailleurs, tu me le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un en fait de très connu, tu t'en es aperçu beaucoup plus tard, en réalité. Tu n'as pas été là pour ça, mais tu t'es aperçu qu'il était très connu. Oui, alors il y a plusieurs choses. Moi, je pense que c'est surtout, plus que l'art de la calligraphie qui fait consensus, c'est sa personnalité. C'est pour ça qu'il y a aussi tout cet enjeu à ne pas parler de choses qui dérangent, parce que sinon, ça fait rupture, ça craque. Mais effectivement, oui, le fait qu'on... En fait, la calligraphie lui confère un statut. On l'appelle le professeur. Et donc, oui, tout le monde l'appelle le professeur. Hein. Oui, voilà. Et donc, il a quand même un statut dans le quartier, parmi ses amis, parmi ses collègues et parmi les étudiants. Et je ne me rappelle plus de... Non, en fait, c'était sur ce lieu qui est finalement un lieu où tout le monde se rencontre, quoi. Donc, quelles que soient ses opinions religieuses ou politiques. Oui. Et donc, c'est aussi ce lieu qui est assez exceptionnel, au fond. Oui, oui. Et c'est le lieu, déjà de par sa position dans la ville, parce que maintenant, il a un autre atelier qui est excentré. Il est d'ailleurs près de chez lui. Et il reçoit des visites, mais il ne reçoit plus les visites des travailleurs de la rue où à un moment donné, il y a quelqu'un qui parle des chrétiens au Parlement. Ça, c'est un vieux copain qui est un peintre en bâtiment.
il travaille dans la rue et il passe beaucoup de temps avec lui. Donc, ce genre de relations ne sont plus présentes dans son atelier actuel. Et, et d'autre part, donc, la situation, la localité dans la ville et lui-même, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé depuis très jeune en tant que calligraphe et dans des journaux. Et pour les affiches et les credits, euh, oui, diplômé aussi, ce qu'on voit au cinéma des credits. Ah, les génériques. Le générique de films. Et donc, il a vraiment... D'ailleurs, il a fait ton générique. Oui, je lui ai demandé de faire des... Oui, oui, oui. Et donc, il a quand même un grand réseau. Il a 80 ans au moment du film, donc il a aussi toutes ces années de réseau derrière lui. Et oui, voilà, donc c'est quand même sa personnalité, sa personne qui regroupe. Et alors, donc il y avait ensuite, évidemment, on pourra très vite faire circuler le micro. Il y avait une autre question qui, moi, m'a beaucoup intéressé parce qu'elle est posée d'emblée dans le film. C'est la question de la langue. On parlait en fait de ce lieu comme un lieu d'échange, etc. Mais toi-même, comme réalisatrice, d'emblée, dès le début du film, tu dis, ben, en fait, je ne comprends pas très bien ce qui se dit ici. Et je vais dans cet atelier pour mieux comprendre, pour m'aider à me sentir mieux, je crois. Voilà, à me sentir mieux dans cette ville, tout en ne comprenant pas très bien. Et donc la question en fait de la langue, elle est présente dès le début, ce qui explique que tu étais aidé par un traducteur, qu'on voit d'ailleurs à la fin du film. Et au fond, pour moi, en fait, enfin, je m'interroge sur la manière dont tu as pu, alors évidemment, au bout d'un moment, tu as bien compris, etc., mais dont tu as pu aussi suivre toutes ces conversations, le traducteur, j'imagine, ne pouvant pas te traduire immédiatement tout ce qui se disait parce que il fallait que toi tu enregistres sans que ça vienne parasiter justement le dialogue que tu enregistres, etc. Donc comment tu as pu finalement suivre, filmer cette évolution, parce qu'il y a une vraie évolution en plus dans le film, sans suivre très exactement tout ce qui se disait dans cet atelier, etc. Alors je pense, après avoir fait le film, que l'évolution, elle vient justement de ça, de mon ignorance première et de ma un peu moins ignorance à la fin. Et effectivement, plus le temps passe dans le tournage, plus je comprends parce que au début, donc, c'était assez difficile de trouver comme le bon interprète. C'était d'ailleurs pas des interprètes, c'était des gens qui connaissaient juste l'espagnol et qui me traduisaient. Mais en fait, il fallait qu'ils comprennent ce que je cherchais plus ou moins. Donc, moi, je parlais des situations, je parlais des gestes, et donc je disais, voilà, il faut qu'on soit attentif à tel genre de situation, tel genre de moment pour que je puisse enregistrer. Ça, c'était au début, et en fait, ça, bon, comme j'ai passé beaucoup de temps là, j'ai appris aussi certains gestes des personnes. Je savais quand quelqu'un venait et donc la personnalité de chacun de visitant, qu'est-ce que ça pouvait donner. Mais oui, et puis j'ai appris l'arabe peu à peu et en fait, quand on sait, voilà, je veux savoir quand il y a un étudiant qui vient et qu'il parle, bon, dans le film, ça n'existe pas, mais par exemple, il y avait un syndicat de calligraphes, donc j'avais retenu le mot syndicat dès le début, comme ça, je savais, j'avais comme ça des petits mots que j'ai appris. Et je pense que le fait aussi que j'ai fait de la calligraphie, je ne fais pas de la calligraphie, hein, mais je suivais un peu des cours avec lui, donc aussi je comprenais un peu plus l'art que je trouvais assez beau, mais franchement, ça reste quand même quelque chose d'un peu incompréhensible aussi, parce qu'il y a la langue, mais il y a aussi cet art de calligraphie qui reste mystérieux. Et donc, bon, tout ce temps-là passé, c'est pas juste s'asseoir, mais vraiment, voilà, essayer de comprendre et apprendre un peu l'arabe à côté et sortir dans la rue aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe et quelle est la confrontation avec cet endroit. Et justement, je suis allée à cet endroit au début
au début pour pouvoir mieux être dans la ville. C'est parce que vraiment, et je pense que pour beaucoup de gens qui visitent le Calligraphe, c'est comme une espèce de refuge. C'est un endroit calme. Et Cet espace, cet oui, endroit-là cet est un endroit-là. endroit calme dans la ville du Caire. Oui, Voilà. oui, oui. Oui, d'accord. Voilà. Alors, s'il y a des questions, enfin comme pour toutes les tchatches, hein, un micro circule. Je pense que comme beaucoup, je suis très curieux de savoir ce qui est écrit, ce qui est représenté par tous ces tableaux, toutes ces belles calligraphies. Et on est au croisement de quelque chose de sacré, de religieux, de la politique. On a du merveilleux, on a des tas de choses qui affleurent comme ça dans les conversations. Et alors il y a juste une image pour fixer cette curiosité. Ce monsieur qui grimpe sur son échelle, qui met un pied sur ses étagères, on se demande s'il ne va pas faire tomber tous ces trucs précieux. Et il descend un tableau, il refait la décoration. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que ça représente dans ce tableau en particulier-là? Alors, pour être franche, dans ce tableau en particulier, je ne me rappelle pas. Mais les tableaux, en général, en fait, le tableau, c'est un hadith, c'est donc les paroles du prophète qui ne sont pas dans le Coran. Il y a aussi des sourates, et il y a une poésie, et il y a un proverbe, c'est celui que j'ai traduit. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans les murs. Oui, avant que tu répondes à la deuxième partie de la question de notre spectateur, c'est un parti que tu as adopté, ça, de ne pas traduire, justement. En fait, tu peux peut-être expliquer la raison pour laquelle, justement, tu as adopté ce parti pris, intentionnellement. De ne pas traduire. Oui. Est-ce que ça n'aurait pas surchargé, justement, en fait Je pense, oui, voilà. parce que il y a eu une version où je traduisais, oui. C'est qu'on voit. Mais je sais pas l'expliquer, mais ça gâchait ce qu'on voyait. Voilà. En particulier, le geste, le fait de... on voit que le geste de calligraphier, c'est un geste sacré, c'est un geste qui demande de la minutie, très précieux et tout. Et un peu par contraste, ce jeu d'équilibre et ce geste très trivial de grimper une échelle et de redescendre, voilà, je trouvais intéressant d'avoir ça présent dans le film. Oui, en fait, il y a plusieurs choses à dire là parce que on associe la calligraphie, je pense que parce qu'on a la calligraphie chinoise et japonaise dans la tête, que c'est une sorte de méditation. Et en effet, je dis que c'est un endroit assez calme, donc il y a quelque chose d'assez reposant et disons qu'on laisse un peu plus de temps les idées dans la tête. Mais j'aimais beaucoup cet aspect de mêler le sacré au profane. C'est-à-dire, il fait ses calligraphies n'importe où, dans n'importe quel papier. Si le papier il glisse bien, c'est parfait. Mais on s'en fout de ce qu'il y a de l'autre côté du papier. C'est parfois des publicités. Et c'est juste que le papier lui-même, comme il est un peu laqué, je ne sais pas... Comment ? Glacé, donc la plume, elle glisse. Et c'est aussi comme... pas déconstruire comme ce qu'on fait dans l'art, mais voilà, effectivement, il y a cette parole qui est la parole de Dieu et on veut sublimer cela, mais on fait avec ce qu'on touche. Et voilà, j'aimais bien ça. Et après, ce monsieur qui nettoie, c'est son assistant, c'est pas un calligraphe. Et vraiment, il est très attentif à ce qu'il fait, mais tout tient comme un fil. Et c'est ça aussi, comme l'impressionnant de cet atelier. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est un calligraphe connu. Moi, je ne savais pas, parce que, disons, dans ma lecture comme ça, de la société, quelqu'un connu a un atelier propre, grand, machin, bon.
Et cet atelier, c'était un bordel. Et donc, j'ai pas imaginé que ce monsieur était connu. Et c'était pas connu juste par des vieux calligraphes, non, il était connu par des gens qui faisaient de la bande dessinée ou voilà, des jeunes dessinateurs. Et ils connaissaient ce hammam. Et il y a dans le film un jeune qui vient chanter. C'est quelqu'un aussi connu qui appartient à la sphère culturelle. Moi, je ne savais pas. Mais voilà, c'est aussi quelque chose de surprenant. C'est aussi, voilà, ça fait partie du Caire, je trouve, parce que, voilà, je pourrais raconter des anecdotes, mais on n'a pas la même lecture de ce qu'on voit. On doit apprendre. Oui, et d'ailleurs, ce mélange de profane et de sacré, hein, donc quelque chose qui traverse tout le film. Tu disais qu'il y avait évidemment à la fois des sourates ou des hadiths dans les textes calligraphiés, mais aussi de la poésie, des proverbes. Et puis alors pour le coup, le profane, il est quand même extrêmement présent dans les échanges, y compris dans la dimension qui m'a beaucoup frappé d'histoire, de fable, qui est présente. Alors même s'il y a parfois un substrat religieux, dans toutes les histoires en fait que racontent ces histoires aussi d'hommes hédonistes, enfin voilà, d'hommes qui a bien aimé vivre et qui aiment bien vivre, que raconte le professeur Hammam, quoi. Et notamment toutes ces histoires avec la chicha, tout ça, etc. Enfin voilà, donc qui sont des histoires tout à fait extraordinaires. Enfin, on a vraiment l'impression d'être transporté. Je te le disais tout à l'heure, moi j'ai eu l'impression de voir des personnages qui sortaient d'un roman de Naguib Mahfouz, quoi. Voilà, donc avec cet humour, avec cette dimension comme ça, un peu aussi absente, volontairement absente de tout ce qui se passe de manière contemporaine au niveau politique. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans ton film l'écart que tu mets par rapport à cette activité politique qui environne en fait l'histoire, qui est très très présente, où il n'y a pas d'image mais que du son finalement, et où tu réserves l'image en quelque sorte à ces ateliers. Ça, j'ai beaucoup aimé ça, ce contraste entre les deux. Mais du coup, voilà, donc cette dimension profane, elle est très présente quand même donc dans le film et dans le personnage, et c'est ce qui fait aussi un petit peu l'épaisseur humaine du personnage. Oui, et je pense en même temps son épaisseur, je m'aventure dans le monde, mais son épaisseur artistique aussi. Oui, bah, j'aime bien. C'est quelque chose qu'on a moins, par exemple ici, de vivre constamment avec la religion mêlée au quotidien, mêlée à l'art, mêlée aux mots, mêlée à la façon de vivre, la façon de partager. En fait, on mélange tout ça. Et bon, oui, bah, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai fait le film. Non, parce qu'il y a cette séquence dont tu me parlais tout à l'heure, que cette séquence du récit, là, devant ces trois jeunes garçons là, qui sont dans son atelier. Est-ce que tu peux parler de cette séquence qui est tout à fait centrale dans le film, en fait? Oui, alors, bon, en fait, c'est une séquence pendant que je filmais, c'est un des moments préférés pour moi pendant le tournage, parce qu'en fait, j'ai compris beaucoup de choses du personnage. Et en fait, on comprend que les trois étudiants qui sont en face de lui et qui écoutent Luste Saman raconter cette histoire, qu'on croit ou pas, comme quoi un saint leur a poussé la voiture et les a aidés à aller à une autre ville pour pouvoir célébrer voilà, sa fête, sa propre fête de saint. Ces trois étudiants-là, ils sont un peu sidérés et ils sont super gênés avec moi. Parce que je suis aussi en train d'écouter ce qu'il est en train de dire, de raconter. Et je ne sais pas, mais ça m'a ouvert beaucoup de portes, en fait, pour comprendre de quoi il s'agit. Ces trois étudiants ne sont pas n'importe quels étudiants, en fait. Non, ce sont des salafistes et il y a un qui ne voulait pas me serrer la main, il n'y a pas de problème, mais alors du coup, le professeur Hammam, il a profité pour les provoquer. Et moi,
pour moi, je sais pas, c'était magnifique parce que vraiment, j'ai vu alors qui était cette personne que j'étais en train de suivre et de filmer depuis longtemps. Et de voir un autre penchant comme ça de sa personnalité et de voir toutes ces contradictions apparaître aussi, parce que c'est quelqu'un qui se pose sur la calligraphie, qui tient aussi des discours par rapport à la religion, à la bienséance, mais en même temps, il est full contre la bienséance. Donc, voilà, et pendant le montage, c'était une longue discussion avec le monteur de comment montrer cette séquence. Et oui, enfin, je sais pas quoi dire encore, mais oui, ça m'a ouvert les portes pour voir les nuances de ce qui s'est passé dedans, dans cet endroit, où j'ai appris des choses sur leur quotidien, comment on vivait, mais aussi comment on vit l'islam, qu'il y a des salafistes, il y a des soufis, et dans le soufi, il y a plein de confréries, et qu'on vit, enfin voilà, qu'il y a... Bon, c'est une évidence, mais du coup, je l'avais là, en face de moi. J'avais les nuances en face de moi. Et donc, pour moi, c'était, pour le moment du tournage, en tout cas, ce moment-là, c'est un moment crucial. Oui, une colonne, oui. D'accord. Cette surenchère et cette provocation, que tu as vécu comme un cadeau, en fait, qui t'a fait. Oui, tout à fait, oui. Oui, je voulais savoir, votre présence pendant tous ces tournages, le fait que vous soyez une femme, qu'est-ce que ça a pu modifier ou censurer ou modifier dans ce qu'ont pu dire ces hommes ou dans leur... voilà, sans parler bien sûr de rejet ni rien, hein, simplement votre présence. Alors, je vais dire d'emblée que comme ça, moi, je suis allée là-bas pas en tant que femme, mais en tant que femme et plein d'autres choses. Et donc, je pense que je me suis présentée comme ça aussi. Et alors après, c'est quand même une société, en tout cas un lieu aussi très masculin. Et le fait d'être une femme, ça m'a aidée au début parce que j'étais pas prise au sérieux. Et le fait d'être pas prise au sérieux, en fait, ça m'a permis d'être là aussi. Et donc, que je sois là, j'ai pu démontrer ce que j'étais en train de faire. Et ça dépendait aussi des gens qui venaient. Donc, il y a eu évidemment un dialogue avec le professeur Hammam, et donc on s'est connus, et le rapport, ça allait au-delà de que je sois une femme ou quoi. Avec d'autres personnes, non, ça s'arrêtait là. Et pas forcément avec les personnes qu'on s'attendait. Hein. Par exemple, la personne qui ne voulait pas me donner la main, elle me prenait vraiment au sérieux. Et elle était intéressée par le travail. Mais donc, oui, je pense que ça m'a aidé un peu. Après, d'un autre côté, en fait, je voulais par exemple filmer beaucoup plus les travailleurs des rues. Et je pense que le fait que je sois femme, ça n'a jamais dépassé. Et donc, ils ne me prenaient pas au sérieux, Et ce que j'ai filmé, ce sont qu'un intérêt parce qu'il n'y a pas d'échange, du coup. Oui, alors en plus, c'est dans un environnement où le professeur Hammam a des élèves femmes, mais on n'en voit qu'une seule à l'écran. Donc, pour un certain nombre de raisons. Oui, alors, d'abord, parce que la majorité, ce sont des hommes. Ça, c'est clair. Après, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas être filmées. Donc, je ne pouvais pas les filmer. Et donc, ça a diminué encore plus le
pourcentage de femmes dans le film. Et ensuite, il y avait une personne qui était merveilleuse, qui était une femme, mais qui avait des rapports avec le calligraphe d'un niveau plus intime. Son discours était beaucoup plus... je ne sais pas comment dire, mais ça parlait d'autre chose. Et donc, ça venait... C'était une artiste, mais pourtant, ça venait pas alors avec le film. Ça faisait comme une espèce de parenthèse, et en plus, ça aurait été la seule femme, et donc ça aurait eu un statut autre, enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça que, voilà, qu'il y a peu de femmes. Et par ailleurs, donc, oui, donc il y a cette présence très masculine, hein, donc, dans l'atelier que tu as presque renforcée en écartant donc, un des personnages féminins. Et puis une sorte de contrainte qui est de filmer à l'intérieur de l'atelier et de filmer la rue depuis l'atelier, ce qui d'ailleurs donne une impression réelle, avérée, hein, de cadre extrêmement travaillé. Moi j'aime beaucoup en fait ces plans, on voit la rue depuis l'atelier, tout ça, etc. Alors quand je t'ai dit ça, tu m'as dit oui, mais en fait c'était parce que j'y étais contrainte. En réalité, je ne pouvais pas filmer dans la rue. Je ne pouvais pas filmer dans la rue. Alors en fait, oui, j'ai essayé plusieurs fois de filmer juste la rue en face. Et donc de filmer parfois l'atelier depuis la rue. Comme on voit dans le film, on voit le petit magasin d'en face, et je voulais faire le contraire. Et dans le film, j'avais besoin quand même des images de rue pour situer, tout simplement, et en contraste par rapport à la ville. Mais en fait, j'espère que je fais tort à personne, mais bon, bref. Et il y avait à côté du magasin un fournil du pain subventionné. Et en fait, les personnes qui tenaient ce fournil, ils volaient la farine subventionnée. Donc, ils avaient très peur que moi, j'aille dénoncer le vol fait à l'État. Et donc, c'était vraiment scandaleux que je sorte ma caméra dans la rue. Je l'ai fait quelques fois. Vraiment, c'était une bataille. Mais donc, j'ai dû retravailler l'extérieur depuis l'intérieur et montrer quelquefois, oui, quand même. Enfin, c'était très difficile de filmer décentré et donc j'ai dû penser une autre façon de montrer l'extérieur depuis l'intérieur. Oui, c'est ça, en fait, de cette nécessité, tu as fait loi, comme on dit. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est quand même une contrainte très forte, le fait qu'il y a très peu de plans dans la rue, qui sont dans des rues alentours, hein, plutôt, etc., mais pas dans la rue devant l'atelier, puisque ça t'était rendu impossible. Et donc, du coup, tu as choisi, finalement, de sortir quand même de ton œil, en quelque sorte, mais par d'autres moyens, quoi. Oui, non, mais pour moi, c'était vraiment important de poser aussi l'espace autour, Oui, 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 oui. et que ce soit pas la ville comme le Caire comme on le connaît partout, c'est-à-dire brouillon et avec plein de trafic partout, avec plein de voitures, avec tout le monde qui voilà. Non, c'est vraiment, on est en centre-ville, mais on est dans cette architecture-là, voilà. D'autres questions, Oui, monsieur. Comme l'atelier se trouve au Caire, donc il a de l'influence, ce professeur. Pouvez-vous nous dire quelques mots, votre sentiment sur les rapports de ce professeur qui est connu avec le pouvoir actuel? Étant donné qu'il est quand même au Caire, il est dans une ruelle, peut-être, ou dans une rue, mais il est connu. Son atelier est connu. Pouvez-vous nous dire les rapports qu'il a avec les dirigeants actuels de l'Égypte? Alors, il n'a pas de rapport direct avec des dirigeants. En effet, il a travaillé pour un journal de l'Égypte. Donc, il a une carte de pension de journaliste. Et c'est pour ça, disons,
voilà, il est payé comme pas comme un fonctionnaire, mais oui, il a travaillé, disons, dans des sphères de pouvoir. Et pour pouvoir faire des expositions, évidemment, il a des rapports avec le ministère de la Culture, ou en tout cas avec des gens de culture. Et vraiment, ils sont fous de la politique, donc ils ne se mêlent pas de la politique, ils ne se mêlent pas du pouvoir en tant que tel. Mais effectivement, pour pouvoir faire des expositions, pour pouvoir faire voir son travail, il doit avoir des contacts avec le ministère de la Culture, évidemment. Et en plus, c'est une personne âgée, donc il a tout son bagage de relations derrière lui. Et ce qu'il fait, après, il fait pas des choses dérangeantes non plus. Donc, il fait des choses qui vont pas poser de problème à exposer ou à voilà. Donc, ces rapports, c'est voilà, je veux exposer, on l'invite à des cérémonies et il le fait. Voilà, c'est. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Et l'exposition qu'on voit dans le film à un moment est une exposition essentiellement d'œuvres de ses anciens élèves, en fait. C'est ça, pas d'œuvres à lui. Il y a 2 œuvres à lui dans l'exposition. C'est une exposition privée ou publique? C'est une exposition. Alors, c'est pas tout à fait privé-public. C'est public. C'est une exposition qui est quand même payé par des syndicats de culture, des syndicats de journalistes. Il y a un petit syndicat de calligraphie qui essaye d'émerger. Donc il y a ça qui fait que les expositions puissent avoir lieu. Et donc c'est public. D'ailleurs, le bâtiment, c'est une école publique. Voilà, mais privé, non, il n'y a pas tellement non, il n'a pas tellement de contact avec le privé pour exposer. Il expose dans des musées, le musée d'État. Il y avait une question ici aussi. Oui, j'aurais aimé que vous nous disiez quelques mots de ce que vous avez voulu faire avec la voix off, cette voix off en espagnol. Qui intervient là régulièrement tout le long du film. Moi, ma perception, j'ai senti que il y avait à la fois un ton un peu journalistique, comme dans un documentaire, mais il y avait aussi pas mal de subjectivité de ce que vous ressentiez, etc., etc. Donc, en 2 mots, quelle est un peu votre intention avec cette voix off? Alors, la voix off, il a vraiment des intentions précises. Justement, il y a beaucoup de conversations qu'on ne comprend pas sans un contexte. Et il fallait donner le contexte parce que pas tout le monde connaît ce qui s'est passé au Caire, voilà, qu'il y a des élections parlementaires. Une personne lambda, pas égyptienne, ne le connaît pas. Donc il fallait donner et poser ce contexte. D'abord, moi, j'avais pensé à faire des textes qui mêlaient un peu comme un journal. Voilà, pour donner le contexte. Il y a aussi un fil narratif, donc il y a une narration qui est comme ce mon vécu. Donc, effectivement, depuis le début, le texte, il était comme ça, il associait, c'est qu'il s'est passé un moment même de ce dont je parle, avec ma condition là. Voilà. Mais après, c'est devenu une voix off parce que le film est très bavard et en plus il fallait lire beaucoup de choses. Ça tient vraiment à ça. Il fallait lire beaucoup de choses et ça devenait lourd. Voilà. Donc moi, je voulais aussi peut-être revenir sur cette dimension qui est très présente, très forte dans le film. Je trouve au fond, c'est un film qui est quand même traversé par une sorte d'humour, de bout en bout, qui est l'humour porté par ce personnage. Un humour qui est aussi une forme de distance par rapport finalement à la politique, aux choses comme ça, etc. On le voit, un humour qui aussi, dans certaines circonstances, se joue aussi
du religieux. Hein, donc voilà. Et donc je trouvais ça vraiment assez dans ce contexte un peu lourd quand même, qui est celui de l'Égypte entre 2011 et 2013. Je trouvais ça vraiment très étonnant, justement, cette sorte de, au fond, de légèreté, hein, parfois que l'on ressent dans le film, à la lumière des conversations entre les différents protagonistes du film. Donc, et là, de nouveau, on est sur la question de la langue, parce que comment comprendre cet humour quand on n'est pas familier avec l'arabe, en l'occurrence. Alors, il y a aussi plusieurs choses à dire sur ça. Moi, je suis partie pour raconter le quotidien. Et donc, dans ce quotidien, il y a plusieurs choses qui interviennent. Il y a la calligraphie, il y a la politique, il y a enseigner la calligraphie, voilà. Et donc, mais pourquoi raconter ce quotidien aussi? C'est parce que ce quotidien, il a aussi quelque chose de particulier, c'est la façon dont on le vit. Et l'humour, il était là. Et même si je ne comprenais pas l'arabe, voilà, je comprenais qu'il y avait ça. Sans comprendre mot par mot ce qui était, mais je comprenais qu'il y avait ça parce que c'est quelque chose aussi. Je pense que c'est quelque chose d'assez répandu par le monde, aussi de créer des situations graves, de l'humour. Enfin, et je suis colombienne et en Colombie, on fait exactement la même chose. Et donc, il y avait quelque chose que je reconnaissais et qu'il fallait transmettre, enfin que je voulais dans le film, parce que c'est une façon de vivre, c'est comment vivre les situations, comment vivre son quotidien. Donc oui, alors il y a cette dimension-là, et puis il y a une autre dimension que je trouvais vraiment assez passionnante dans le film, c'est la manière dont apparaît en quelque sorte le corps, ou dont surgit le corps du professeur Hammam, que l'on voit derrière son bureau comme une sorte d'homme-tronc, comme ça, dans toute la première partie du film. Et puis à un moment, il se lève, on découvre, si on ne l'avait pas vu avant, qu'il doit se soutenir sur des cannes. Donc c'est une sorte de corps empêché, comme ça, mais qui est un corps assez impressionnant quand même, parce qu'on sent un homme très grand, très massif, qui, à plusieurs reprises dans le film, finalement, fait en quelque sorte revenir son corps dans l'image, comme si toi-même, si tu veux, ta caméra était attirée aussi par cet homme qui, à un moment, se lève, qu'on sent très grand, très impressionnant, etc., et dont on se dit qu'il a dû être d'ailleurs un très bel homme, quelques années auparavant. C'était encore un très bel homme d'ailleurs, mais enfin, voilà, vraiment quelqu'un de très impressionnant en réalité, avec beaucoup de charisme aussi. Oui, il a beaucoup de présence, en effet, oui. Et c'est une des choses qui m'attirait aussi. C'est très visuel, c'est très physique. Et c'est clairement quelque chose qui m'a fait choisir cette personne à cet endroit-là pour filmer, parce que c'est un endroit petit, mais lui, c'est vraiment... C'est une présence. Il se plante dans l'espace comme ça. Oui, voilà. Et il y avait aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire le film, c'est qu'il y avait sa voix qui résonne et son rire. Oui. Il a un rire assez particulier. Donc, voilà, c'est aussi... c'est des choses qui font que quand veut faire un film sur quelqu'un, c'est son physique aussi. Oui, c'est ça. C'est aussi ça que tu as rencontré. C'est aussi le physique de cet homme. Oui, tout à fait. Et en même temps, un physique un peu paradoxal, puisque c'est quelqu'un qui est, au fond, assez handicapé par un certain nombre de problèmes, etc. Voilà. Oui. Et on ne lui donne pas son âge. Oui, non, pas du tout. Au Caire, il y a des gens de 65 ans qui paraissent beaucoup plus vieilles que lui. Oui. Alors je t'ai même dit, tu ne l'avais pas remarqué, c'est probablement une sorte d'obsession personnelle, que je trouvais qu'il avait un faux air de Vittorio Gassman âgé. Et donc, et c'est vrai, parce qu'en fait, il a ce côté parfois de sorte de mou en fait, avec la bouche qui m'a fait penser à ça. Mais voilà, j'étais assez séduit là, par l'homme aussi, par son physique. Enfin, Non, tout à fait. Et il sait. Et
enfin, et il utilise ça aussi. Hein. Oui. C'est quelqu'un très conscient de son physique et de sa voix. Tout à fait. Oui. Dernière question, Béatrice. Oui, je ne t'avais pas vu, il faut lever la main. Oui, est-ce que vous avez montré le film en Égypte? Parce que je pense que ce sont 2 années très importantes en Égypte qui appartiennent maintenant au passé, parce que la société égyptienne que vous avez filmée n'existe plus aujourd'hui. Donc effectivement, ce mélange de personnalités qui viennent d'horizons tout à fait différents au sein de l'atelier, je pense qu'aujourd'hui, ils ont certainement beaucoup de mal à se croiser. Et est-ce que vous avez essayé de le montrer en Égypte, le film? Parce que je pense que ça intéresserait justement les Égyptiens d'avoir ce regard sur, sur ce pan de leur histoire qui est aujourd'hui vraiment disparu. J'aimerais vraiment faire une projection publique au Caire. J'ai déjà fait une projection au Caire, mais elle était privée, donc on pouvait venir sous invitation. Parce que quelque temps avant, il y a eu un problème avec un film qui a sorti, c'est le Caire confidentiel, qui a été arrêté. Enfin, il allait se jouer, et au moment de la projection, la police a débarqué au cinéma. Et donc, voilà, je sais pas. Moi, je pense que mon film, il atteint personne. Il n'est pas très dangereux. Il n'est pas dangereux, mais je ne comprends pas parfois la façon de penser de certaines personnes. Donc, comme je ne comprends pas ça, je préfère la sécurité que la police. Et donc, voilà, mais alors, j'ai montré le film au calligraphe avant de le montrer au Caire. C'était comme le premier spectateur. Et il m'a dit vraiment, mais non, il n'y a aucun problème. Ce film, il peut se montrer au Caire, il peut se montrer... D'ailleurs, il y a un autre film qui est plus ou moins... Enfin, c'est Je suis le peuple, qui a été montré au Caire et qui a eu aucun problème aussi. Enfin, il y a... Donc, c'est comme, j'ai l'impression que c'est parfois un jeu de circonstances, c'est difficile et voilà. J'aimerais vraiment le montrer au Caire et pouvoir discuter comme ça avec des Égyptiens, ça c'est clair. Ouais. Merci beaucoup, Natalia. Beaucoup, merci.